Donc, j'ai dit que cette politique, malgré sa simplicité, d'ailleurs, c'est l'avantage c'est une politique simple. Il suffit donc de connaître la position ou bien le numéro du bloc et la longueur du fichier, le nombre de blocs pour récupérer ou bien pour faire un accès à n'importe quel bloc au niveau du disque du moment où les blocs, du moment où les blocs se trouvent dans des positions qui se suivent, ça veut dire des adresses, ils occupent des adresses qui se suivent. Donc, bien adapté, bien sûr, aux méthodes d'accès séquentielles et directes. Maintenant, de manière séquentielle, je lis le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et comme je peux faire un accès aléatoire, accéder à un seul bloc, par exemple le 15e, pour accéder au 15e, je ne suis pas obligé de parcourir tous les premiers blocs pour arriver à ce bloc. La rapidité pardon, d'accès, du moment que j'ai dit que les blocs sont contigus, donc elle est moins coûteuse en termes de temps d'accès. Maintenant, le problème qui se pose, les inconvénients, elle possède pas mal d'inconvénients. Le premier problème qui se pose, c'est il y a deux problèmes en réalité. C'est la fragmentation, les trous créés suite à la libération et l'allocation de l'espace. Et le deuxième inconvénient, c'est l'extension d'un fichier. On commence par le premier problème, c'est le problème de fragmentation. Donc, si je veux créer un nouveau fichier, je dois trouver un nombre de blocs suffisant pour bien sûr créer ce fichier. Et bien sûr, tout dépend de la taille de ce fichier. Là, j'ai pris l'exemple de création de deux fichiers, F1 et F4. Donc, il faut d'abord pouvoir déterminer donc, la taille de F3 et F4. Supposons que F3 est sur 4 blocs et F4 sur 7 blocs. On commence par la création de F3. Très bien. Donc, au niveau du répertoire, je dois mettre à jour ces informations, le nom du fichier, ses attributs. Je cherche des blocs qui se suivent. Donc, j'ai trouvé ici 4 blocs qui se suivent. Donc, l'adresse du premier bloc, c'est le deuxième. Et la taille, le nombre de blocs qui forment notre fichier, c'est 4. Très bien. Maintenant, je passe à F4 pour la création de F4. Je cherche, est-ce qu'il y a un certain nombre de blocs suffisant? Je cherche 7 blocs. J'ai besoin de 7 blocs. Donc, si bien sûr, je ne vais pas compter comme ça. On va voir comment le système sauvegarde les blocs libres. Les blocs libres, donc il utilise ce qu'on appelle une bitmap pour localiser, pour savoir quels sont les blocs libres. Donc là, je trouve, en comptant, j'ai 9 blocs libres. Normalement, je peux créer mon fichier F4. Or que le fait que je dois chercher, je trouve des blocs qui se suivent, un espace contigu, donc là, il est impossible de créer le fichier F4 parce que j'ai 6 blocs qui se suivent et j'ai 3 aussi. Et donc, impossible de créer mon fichier 4 si l'état du disque ne permet pas ou bien ne me donne pas la possibilité de trouver 7 blocs qui se suivent ou bien un espace contigu. Donc, c'est le problème de fragmentation. C'est le même problème avec la mémoire centrale quand on cherche un espace contigu. Donc, maintenant, pour résoudre le problème, l'exécution, donc il y a une exécution périodique d'une compression, bien d'un compactage ou bien d'une défragmentation pour récupérer l'espace libre. J'ai des périodiques. Ce n'est pas à chaque fois que je dois créer un fichier, je lance cette opération. C'est périodiquement, c'est programmé. Chaque période de temps, on essaye de récupérer les espaces, les trous au niveau du disque. C'est une opération très coûteuse. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez, pour ceux qui ont déjà installé par exemple Linux, ils ont fait un partitionnement, utiliser une machine virtuelle. Donc, pour pouvoir installer Linux, sachant que j'ai déjà Windows, donc la première étape à faire, c'est faire ce qu'on appelle une défragmentation, récupérer tous les espaces libres, placer en réalité toutes les données dans un côté et libérer le reste. Et comme ça, je peux partitionner tranquillement
mon disque et installer d'autres systèmes d'exploitation, bien créer d'autres partitions. Donc, et la fragmentation nécessite beaucoup de temps. Elle est très coûteuse. Elle dure des fois 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tout dépend de votre espace disque et tout dépend de nombre de fichiers stockés sur le disque. Et donc, ça permet, c'est une réallocation. Je m'intéresse réallocation, je déplace. Au début, j'ai attribué pour F2 les blocs de 12, 13, 14, 15 et 16. Après réallocation, après compactage, je déplace. Un déplacement de fichier et ça nécessite beaucoup de temps pour le faire. Donc, je déplace le fichier, tous les fichiers, de sorte à récupérer, à trouver un espace libre. Donc, le compactage, c'est déplacer tous les fichiers, un certain nombre de fichiers, de sorte à récupérer un certain nombre de blocs contigus. À déplacer d'un côté les données et laisser libres les autres blocs. Donc, après compactage, je peux allouer les blocs à F4. Après compactage, j'ai récupéré 9 blocs contigus. Je vais utiliser 7, il me reste 2. Donc, on peut faire une allocation à un fichier en réalisant un compactage, malgré qu'elle est coûteuse, mais ça reste une solution pour éviter l'impossibilité de créer des fichiers. Le problème est que avec le nouveau fichier, on a trouvé une solution qui est le compactage. Le problème qui est le plus, si je peux dire, le plus grave, c'est l'inconvénient majeur de cette politique, c'est l'extension des fichiers. C'est bon, on a résolu le problème. Imaginez que le fichier F1, c'est un fichier Word, au début, il y avait certain nombre de pages, certain nombre d'octets. Par la suite, je veux enrichir. C'est un rapport que j'écris. Je n'ai pas encore fini la rédaction de ma thèse ou de mon rapport, etc. Et la taille augmente dans le temps. Ou bien c'est un programme un logiciel que je suis en train de développer. La taille augmente dans le temps. Et donc, avec cette politique, l'extension, j'ai besoin d'autres blocs pour sauvegarder la suite de mon fichier. Donc, et là, je dois trouver des blocs contigus. Or, il y a la possibilité que les blocs qui se suivent, ou bien les blocs qui se trouvent juste après le dernier bloc de ce fichier, donc soient occupés. S'ils sont occupés, dans ce cas, un autre problème. Donc, l'extension de fichiers, donc avec cette politique, les fichiers ne peuvent pas grandir. Maintenant, on ne peut pas faire une extension. Donc, il suffit donc de prévoir. Maintenant, ils ont proposé de dire, on va prévoir la taille de fichier à l'avance et dans ce cas, je réserve. Au lieu que je réserve que deux blocs, je vais réserver un certain nombre. C'est une possibilité que ce fichier va augmenter dans le temps. Mais c'est un gaspillage d'espace mémoire. Donc, si on prévoit trop d'espace libre, le fichier risque de ne pas l'utiliser en entier. Maintenant, je vais réserver un espace et je peux ne pas l'utiliser. Donc, c'est un espace perdu. Et si je prévois trop peu d'espace, maintenant, je dis que pour ce fichier, j'ai besoin probablement de 3 blocs. Pour un autre, je dis probablement de 20 blocs. Donc, soit si on prévoit trop d'espace, il y a risque de perdre, de ne pas utiliser cet espace, c'est un espace perdu. Soit si on prévoit peu d'espace, le fichier risque de ne pas pouvoir être étendu. Et donc, l'extension, là je vous donne un exemple pour l'extension. Donc, étendre le fichier F1, pour cette politique de méthode d'allocation, le fichier F1, je dois l'étendre, donc je dois libérer en réalité. Si je trouve un bloc libre, c'est bon. Si je ne dois pas, s'il n'y a pas un bloc libre, donc je dois faire déplacer. Maintenant, je décale en réalité tous les fichiers afin de libérer un certain bloc. Et c'est une opération très coûteuse de déplacer tous les fichiers afin de libérer un bloc libre. Et donc, c'est une réallocation qui est faite pour les autres fichiers. Donc, il y a une mise à jour au niveau du répertoire. Donc, elle est très coûteuse. D'ailleurs, c'est l'inconvénient de cette politique. Donc, en résumé, pour les inconvénients, il y a deux problèmes. Extension d'un fichier qui nécessite de connaître à l'avance la taille du fichier, chose qui n'est pas possible. Déplacement possible du fichier lors de son extension.
Deuxième problème, c'est la fragmentation externe. Donc, l'espace libre peut être fragmenté en plusieurs trous et aucun n'est suffisant pour stocker un fichier. Maintenant, l'espace total est suffisant pour stocker des fichiers, mais le fait qu'ils se trouvent un peu éparpillés au niveau du disque, on ne peut pas les utiliser à l'état actuel. Donc, la solution, ils ont proposé ce qu'on appelle l'allocation contiguë améliorée, allocation par zone. Dire que on n'a pas besoin du compactage, on n'a pas besoin de faire déplacer pour libérer des blocs. Je garde, sauf que je dois savoir, je dois occuper un certain nombre de blocs, sauf que je dois sauvegarder l'information que un certain nombre de blocs font partie de ce fichier. Un autre ensemble de blocs font partie de ce fichier, etc. Donc, ils ont proposé cette notion de zone. Donc, un fichier est constitué de plusieurs zones physiques disjointes. Il a été proposé la première fois pour ce système, MVS de BM. Donc, une zone primaire allouée à la création. Maintenant, à la création de fichiers, je connais la taille du fichier initialement, donc je peux créer un certain nombre de blocs. Je reviens à notre fichier F1. Au début, il y avait deux blocs. Donc ça, c'est la zone principale ou bien la zone primaire. Donc au niveau du répertoire, je vais sauvegarder plus d'informations. Donc passer d'une politique à une autre nécessite de sauvegarder différentes informations. Pour cette politique, j'ai besoin de sauvegarder l'adresse de la zone principale, où se trouve l'adresse de la zone principale et où se trouve l'adresse des zones secondaires. À chaque extension, chaque fois que j'ai besoin de rajouter des blocs, d'allouer des blocs, je dois avoir des zones secondaires. Et le nombre de zones secondaires n'est pas connu à l'avance. Tout dépend de l'état du disque, l'état des blocs libres, tout dépend de la taille de fichier. Donc, des zones secondaires, c'est des extensions allouées au fur et à mesure des besoins. Chaque zone est allouée de façon indépendante. Maintenant, pas forcément. Donc, une zone, j'ai fait une extension d'un bloc, je vais réserver un seul bloc. J'ai fait par la suite une extension, avec le fichier, il augmente dans le temps. J'ai besoin de d'autres blocs. Donc, si je trouve un bloc libre adjacent, je le prends. Il va faire partie de cette zone. Si je ne trouve pas un bloc adjacent, je dois chercher ailleurs un bloc et je vais créer une nouvelle zone secondaire. Donc, l'exemple que j'ai pris ici, l'extension de F1. Donc, F1, on a fait une extension d'un seul bloc. Je vais créer la zone secondaire 1 qui se trouve, l'adresse, c'est le numéro du bloc utilisé, 18, et la taille, on a seulement un seul bloc qui forme cette zone. Et donc, pour accéder à un bloc donné, je dois savoir dans quelle zone il fait partie. Donc, l'adresse, je connais l'adresse du premier bloc, donc tout dépend du numéro du bloc que je veux, le ième bloc. S'il fait partie de la zone principale, je calcule à partir de la zone principale. Maintenant, je récupère l'adresse du premier bloc de la zone principale. S'il fait partie de la zone secondaire, je dois récupérer l'adresse du premier bloc de la zone secondaire pour pouvoir accéder à ce bloc. Mais le nombre d'accès reste toujours le même, c'est un accès pour le bloc. Du moment où toutes les informations se trouvent au niveau de la mémoire centrale, avec un simple calcul, je peux déterminer l'adresse du bloc en question que je veux lire ou bien écrire. Par la suite, malgré ça, il y a toujours le problème de fragmentation, Ça veut dire, enfin, pas de fragmentation. Le problème d'avoir la possibilité de créer plusieurs zones. Là, je n'ai pas besoin de défragmentation, pardon, pour récupérer des blocs. Donc, à chaque fois, si je reviens en arrière pour l'exemple que j'ai pris pour F4 et F3, donc, F4 et F3, j'ai alloué les blocs pour F3. Pour F4, je vais créer la première zone primaire, c'est les 6 premiers blocs. La zone secondaire, elle va occuper le bloc 17. Donc, on n'a pas besoin du compactage. Ils ont résolu le problème de défragmentation
de l'espace disque, de l'espace mémoire. Mais le problème qui va se trouver, c'est au niveau du répertoire. Je dois sauvegarder plusieurs informations et le nombre de zones secondaires va augmenter et on ne sait pas le nombre exact de zones secondaires et la taille du répertoire va augmenter. Euh, Plutôt les informations de ce répertoire vont augmenter, ils vont être chargés au niveau de la mémoire centrale. Et là, il y a un gaspillage. Il y a un gaspillage d'espace mémoire. Je parle d'espace mémoire, mémoire centrale, au niveau de la mémoire centrale, du moment où je dois charger plusieurs informations. Peut-être je ne vais pas les utiliser à un moment donné. Et donc, c'est l'inconvénient de cette solution. Donc, un inconvénient qui est tolérable, ça veut dire que je peux tolérer, sachant que j'ai résolu le problème de fragmentation de la mémoire et oui, de disque, mémoire disque, et le problème d'extension. Sauf que au niveau de la mémoire centrale, je vais occuper plus d'espace. Cette même idée a été adoptée pas pour créer, on va voir après, pour créer la FAT16 et la FAT32 par la suite. C'est la même idée, dit, améliorée, pour pouvoir créer, proposer d'autres politiques. C'est la FAT, j'ai dit la FAT16 et la FAT32 utilisées par Windows. Mais avant ça, il y a eu une autre politique proposée, c'est l'allocation chaînée simple. L'allocation chaînée simple, c'est une stratégie non contiguë. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de trouver des blocs qui se suivent lors de la création de fichiers et créer les zones par la suite en cas d'extension. Donc, le fichier est découpé en blocs logiques. Les blocs logiques du fichier sont écrits sur des blocs physiques. Ça ressemble à la pagination, diviser le processus en pages et diviser la mémoire en frames, etc. Donc, un fichier est constitué comme une liste chaînée de blocs physiques qui peuvent être dispersés n'importe où. Ça veut dire n'importe quel bloc peut être utilisé pour sauvegarder les données d'un fichier, sauf que chaque bloc contient l'information, bien le pointeur vers le prochain bloc physique. Le principe est d'allouer des blocs chaînés entre eux, bien sûr, aux différents fichiers. Au lieu d'avoir des blocs qui se suivent, le suivant, cette notion de suivant est utilisée par un pointeur. Alors, le répertoire contient l'adresse du premier bloc, l'adresse du dernier bloc et le nombre de blocs utilisés. Chaque bloc contient une partie des données et un pointeur vers le bloc suivant. Maintenant, à chaque bloc, on réserve toujours un certain nombre d'octets pour sauvegarder l'adresse du bloc suivant, bien le numéro du bloc suivant. Le reste, c'est pour les données. Là, je vais schématiser. Au niveau du répertoire, les informations à sauvegarder, j'ai besoin de connaître le premier bloc. Je dois aussi connaître le nombre de blocs et je dois aussi connaître le dernier bloc ou m'arrêter. Quel est le dernier bloc bien sûr, qui forme mon fichier. Alors, là, j'ai pris un exemple, juste un exemple. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des blocs qui se suivent. Hein. Je peux avoir bloc 1, bloc 2 qui sont adjacents. En fait, je trouve d'autres blocs. C'est juste une simple représentation pour vous dire que les blocs peuvent être vraiment non adjacents, qui se trouvent dans des zones différentes. Et donc, il y a un chaînage. Le premier bloc pointe sur le deuxième pointe sur le troisième, et ainsi de suite. Donc, pour le fichier F1 qui occupe par exemple 3 blocs, l'adresse du premier bloc, c'est 0. Le prochain bloc, c'est 7. Et le dernier bloc, c'est 17. Si je suis dans cet état au niveau du disque, ça veut dire que le bloc au début qu'elle occupé. En bas, il a été libéré. Ça veut dire, au début, quand je crée un fichier, quand il y a des blocs qui se suivent, je vais les utiliser. Il n'y a aucune contrainte sur ça. Si je trouve qu'il y a un bloc occupé, le suivant est libre à cet instant, ça veut dire, avant, le bloc était occupé parce que il a été occupé. Après libération, il devient libre. Par exemple, j'ai écrit, j'ai supprimé un fichier, ou là je l'ai déplacé, ou là j'ai
j'ai réduit sa taille, j'ai effacé, bien j'ai enlevé par exemple certaines images à partir d'un fichier, ou là l'essentiel, j'ai changé la taille du fichier, donc je vais libérer un certain nombre de blocs. Donc, le nombre d'accès maintenant, c'est toujours la même règle à suivre. Le nombre d'accès disque pour un bloc, c'est le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc, plus l'accès au bloc en question. Maintenant, le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc, c'est à partir au niveau de la mémoire, je charge les informations. Donc, la politique, les deux premières politiques qu'on vient de voir, contigu et contigu amélioré, donc, il suffit de calculer, connaître l'adresse du premier bloc, je calcule l'adresse du bloc, du ième bloc. Maintenant, le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc I égale I-1. Pourquoi? Parce que à partir les informations sauvegardées en mémoire centrale, on a l'adresse du premier bloc et l'adresse du dernier bloc où je vais m'arrêter. Mais par la suite, pour accéder, récupérer l'adresse en question, je ramène l'adresse du premier bloc, j'accède au bloc, premier bloc 0, à l'intérieur, on a sauvegardé l'adresse du prochain bloc. Je ramène l'adresse du prochain bloc. Et j'accède au prochain bloc, je ramène l'adresse encore du prochain bloc et ainsi de suite. Mais pour récupérer l'adresse d'un bloc, il y a seulement l'adresse du premier bloc que je peux récupérer, ou bien l'adresse du dernier bloc. Mais pour les autres blocs, je dois calculer, je dois faire un accès disque pour récupérer l'adresse du prochain bloc pour pouvoir atteindre le bloc en question. Donc, le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc I égale I-1. Voilà, I-1, parce que le premier bloc, l'adresse du premier bloc est récupérée à partir de la mémoire centrale. Si je veux accéder, par exemple, je prends le fichier F3, l'adresse du premier bloc, c'est 8. Donc, je veux accéder, par exemple, au troisième bloc. Troisième bloc, ça veut dire j'accède au premier, ça c'est 1. Donc, l'adresse se trouve en mémoire, il y a 0 accès disque, mais je vais accéder quand même au bloc pour récupérer l'adresse du prochain. L'adresse du prochain, c'est ce bloc, c'est le 19e bloc. J'accède à ce bloc pour récupérer l'adresse du prochain bloc, le 16e, et là, j'accède au 16e, c'est le troisième bloc que je veux lire. Donc, combien d'accès? J'ai fait un accès, 2 accès et 3 accès pour lire, pour récupérer l'adresse, pour accéder à un bloc I. Donc, le premier accès pour récupérer l'adresse du prochain bloc, le deuxième accès pour récupérer l'adresse du prochain bloc, et comme c'est le troisième, c'est l'accès au bloc en lui-même. Donc, je fais 2 accès pour récupérer l'adresse et un accès pour accéder au bloc si je veux accéder au troisième bloc du fichier F3. Donc, le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc I, c'est I-1. Et, bien sûr, plus l'accès au bloc lui-même, qui donne, bien sûr, le nombre d'accès disque égal à I. Troisième bloc, je fais 3 accès. Quatrième bloc, je fais 4 accès, ainsi de suite. Alors, les avantages, c'est une allocation simple, allocation par bloc individuel. Ce bloc libre peut être utilisé pour satisfaire une requête d'allocation, il n'y a pas de problème. Donc, qui connaît un seul bloc, je peux l'utiliser pour faire une extension de mon fichier. Il n'y a aucun problème. Je peux faire les extensions facilement, sauf que, bon, la taille du fichier ne doit pas être connue à l'avance, sauf que, on va voir les inconvénients. Donc, l'extension, j'ai dit, elle est faite directement en allouant un nouveau bloc. Pas de fragmentation externe. Je n'ai pas besoin de récupérer des blocs adjacents du moment où n'importe quel bloc peut être utilisé individuellement, sauf que les inconvénients, c'est une solution non adaptée à l'accès direct. Mais si je veux accéder le bloc tout à l'heure, le troisième bloc du fichier 3, je suis obligé d'accéder à tous les blocs qui le précèdent. Et donc, c'est une solution qui n'est pas adaptée aux accès directs, accès séquentiel. Donc, je dois lire tous les blocs avant d'atteindre le bloc que je veux lire. Donc, l'accès, j'ai dit, est totalement séquentiel.
et impossible donc de trouver le IM bloc. Les pointeurs, l'autre inconvénient est que donc cette solution, l'inconvénient, c'est l'accès, elle ne permet pas l'accès direct, mais aussi le fait que je fais un accès séquentiel augmente le temps d'accès à un bloc donné. En termes de temps d'accès, nombre d'entrées-sorties réalisées sur le disque est vraiment proportionnel au nombre, à la taille du fichier. Le deuxième inconvénient, c'est le gaspillage d'espace au niveau des pointeurs. Donc, au niveau des points, les pointeurs sont sauvegardés dans un bloc physique. Donc, je réserve un bloc, je réserve toujours un certain nombre d'octets pour l'adresse du prochain bloc. La perte d'un chaînage entraîne la perte de tout le reste du fichier. Imaginez qu'il y a eu, on a endommagé un bloc, par exemple, le bloc, suite à une attaque ou une attaque physique ou le logiciel. Donc, j'ai perdu le bloc. Et donc, on ne peut pas accéder au reste des blocs, au reste du fichier. Il est impossible d'accéder au reste du moment où on a perdu l'information du prochain bloc. Tous ces inconvénients de l'allocation enchaînée peuvent être résolus d'une manière simple. Donc, là, ils ont proposé ce qu'on appelle l'allocation améliorée pour éviter la perte d'espace, la perte aussi de chaînage suite à une perte, suite à, bien sûr, j'ai dit, soit à une attaque ou bien à un endommagement au niveau du disque. Donc, ils ont résolu le problème en faisant quoi? En, fait, en déplaçant, en déplaçant toutes les adresses, on retire tous les pointeurs, toutes les adresses, on les retire des blocs, on les place dans une structure de données gardée en mémoire centrale. Donc, pour améliorer déjà le temps d'accès, pour améliorer le temps d'accès, au lieu d'avoir j'accède à chaque bloc à chaque fois pour récupérer l'adresse, il retire toutes les adresses, il les place dans une structure de données séparée, sauvegardée en mémoire, et comme ça, on réduit le nombre d'accès nombre d'accès à un bloc donné ou bien à un fichier. Alors, les informations, bien sûr, euh, euh, les informations sur les numéros des blocs peuvent être obtenues à tout moment, le fait qu'on les place en mémoire centrale. L'idée, c'est quoi? C'est séparer les pointeurs des données. Là, il y a eu la proposition de la FAT, la table par Windows, donc File Allocation Table. Donc, ils ont proposé la FAT. Il y a eu la FAT 16, par la suite la FAT 32. Donc, une variante d'allocation chaînée est utilisée d'une table d'allocation de fichiers. La FAT, elle va contenir toutes les adresses des blocs. Donc, une partie du disque est réservée pour stocker la table qui contient les pointeurs vers tous les fichiers de la partition. Ça veut dire, lors du partitionnement et le formatage, le disque, on va créer la table. La table, elle contient un certain nombre d'entrées. Chaque entrée contient l'adresse d'un bloc de données sur le disque, soit avec le bloc, il est occupé par un fichier, soit il n'est pas occupé. S'il est occupé, on doit mettre l'information, on doit créer, bien sûr, au niveau du répertoire, les informations que cette entrée a été créée, a été utilisée par tel ou tel fichier. Chaque entrée, j'ai dit dans la FAT, correspond à un bloc physique sur le disque. Chaque entrée contient le pointeur vers le bloc suivant. Maintenant, la politique, quand on dit l'adresse du prochain, le premier bloc, l'adresse du prochain bloc est sauvegardée ici, je dois la retirer, je la mets dans la FAT et bien sûr, je sauvegarde le bloc 0, l'entrée correspondante au bloc 0, je mets l'information du prochain bloc. Quel est le bloc qui suit le bloc 0?
je pense. Windows 95, oui, 95. Alors, les FAT sont stockées, j'ai dit, en mémoire centrale tant que le système d'exploitation est actif. Donc, quand on charge le système d'exploitation en mémoire centrale, on charge de la table en mémoire centrale. J'ai dit, la FAT, elle contient un certain nombre d'entrées. Chaque entrée correspond à un disque. Pour le cas, mon cas, l'exemple que j'ai pris, le disque Terry fait 20 entrées. La FAT Terry va contenir 20 entrées. Donc, j'ai pris le cas de F2 seulement. F2, donc au niveau du répertoire, les informations qu'on doit sauvegarder, seulement l'adresse du premier bloc du fichier et la taille, il y a combien de blocs. Bien sûr, il y a un pointer, donc au niveau du répertoire, je sauvegarde, donc le fait d'avoir l'adresse du premier bloc, je peux localiser le premier bloc dans la FAT. Le premier bloc, c'est la 5e entrée. C'est la 5e entrée. Et comme il y a 4 blocs qui forment ce fichier, je vais avoir le 5e, l'entrée, la 5e entrée, je dois trouver l'information ou bien l'adresse du prochain bloc, qui est le 2. Le 2, l'entrée, la 2e entrée, donc elle contient l'adresse du prochain bloc, c'est le 13e. Le 13e, il pointe vers le 4e. Et le 4e, j'ai mis nul. Il y a une marque de fin de fichier. J'ai mis nul comme c'est la fin de fichier. Il contient 4 blocs. Et chaque entrée, elle contient bien sûr l'adresse du prochain bloc utilisé. Donc, le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc est égal à 0 du moment où la FAT se trouve en mémoire centrale. Je veux lire, par exemple, le 3e bloc du fichier 2. 3e bloc, et donc, l'adresse pour récupérer bien le nombre d'accès pour récupérer l'adresse du bloc égale à 0 du moment où j'accède à la FAT. Le 3e bloc. Donc, le premier bloc, c'est le 5e. Donc, j'accède au 5e. Le 5e me renvoie vers le 2e. Le 2e me renvoie vers le 13e. Et donc, ça, c'est l'adresse du 3e bloc. Le 3e bloc possède l'adresse 13, l'adresse physique 13. Donc, je récupère et donc j'accède au disque pour lire ou bien, pour lire par exemple ce bloc. Donc, le 13e bloc. Donc, pour récupérer l'adresse ou bien le numéro du bloc physique, il suffit d'accéder à la FAT qui se trouve en mémoire et donc le nombre d'accès disque égale à 0. Il suffit juste d'accéder au bloc pour lire son contenu. Donc, le nombre d'accès avec la FAT, quelle que soit la taille du fichier, toujours, j'ai un seul accès à un bloc. Bien sûr, si je veux lire tout le fichier, c'est égal au nombre de blocs qui forment ce fichier. Donc, je fais 4 accès pour lire le fichier F2, 4 accès pour lire le fichier F3, 3 accès pour lire le fichier F1. Mais si je veux lire un seul bloc, toujours le nombre d'accès, c'est 1 du moment où la FAT se trouve en mémoire. Cependant, l'inconvénient, donc gain en termes de temps d'accès, l'inconvénient, c'est l'occupation de la mémoire centrale par la FAT. Imaginez que vous avez un disque il y a la FAT, on va voir, la FAT 16 et la FAT 32. L'espace occupé au niveau de la mémoire centrale, donc c'est un espace occupé de manière inutile parce que je charge toutes les informations sur tous les fichiers qui se trouvent sur le disque. Mais à un moment donné, les processus ne vont pas utiliser tous les fichiers. Mais il y a des informations sur certains fichiers que le système n'a pas besoin de les garder en mémoire centrale. Et donc, il y a un gaspillage au niveau de la mémoire centrale. Donc, le problème des grands disques avec les disques de grande capacité, donc il y a eu au début la FAT16 qui est utilisée par MS-DOS. Les numéros des blocs sont écrits sur 16 bits. À chaque bloc, l'adresse pour chaque bloc, c'est 16 bits, à 2 octets. Et donc, si on suppose que la taille d'un bloc est de 32 kilo-octets, la taille maximale adressable, c'est alors 2 gigas. Non seulement la FAT hadi, elle occupe un certain espace au niveau de la mémoire centrale, c'est 2 puissance 16 octets,
2 puissance 16 octets au niveau de la mémoire centrale. C'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient est que on ne peut pas les utiliser. On ne peut pas. Je pense qu'il y a l'arrivée de. Bon. On ne peut pas les utiliser pour adresser ou bien pour gérer des disques de grande capacité. Donc, avec la FAT16, je peux seulement gérer un espace de 2 gigas. Maintenant, tous les disques qui dépassent 2 gigas, on ne peut pas les gérer avec la FAT16. Donc, on a 2 puissance 16 entrées dans la FAT. Maintenant, je peux adresser 2 puissance 16 blocs. Je multiplie par la taille du bloc, c'est 32 kilos. Ça me donne 2 gigas octets, la capacité maximale d'un bloc. C'est pour ça que par la suite, pour les Windows, à partir de Windows 95, etc., ils ont proposé la FAT32. La FAT32 maintenant augmenté la taille de la FAT. Si on augmente la taille de la FAT, le problème est qu'on gaspille plus d'espace mémoire, mais avec la FAT32, on peut adresser jusqu'à 2 puissance 32 blocs. Théoriquement parlant, c'est un espace de 8 Tera un espace disque de 8 Tera qu'on peut adresser, sauf que Microsoft a limité en réalité volontairement la taille de nombre d'entrées au niveau de la table la FAT32 à 32 Go seulement. Et donc, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas exploiter en réalité toutes les entrées de cette table. Beaucoup plus, c'est pour favoriser par la suite NTFS qui n'utilise plus la FAT, que ce soit 16 ou bien 32, n'utilise pas cette technique parce qu'elle occupe plus d'espace mémoire au niveau de la mémoire centrale. Et donc, suite à cet inconvénient, ils ont proposé ce qu'on appelle les allocations indexées. Les allocations indexées, ça veut dire créer des index. Voilà, je dois sauvegarder toutes les informations concernant tous les fichiers dans une seule structure de données. Bien sûr, la FAT, elle va occuper un certain nombre de blocs pour la sauvegarder, mais en la chargeant en mémoire, je dois la charger complètement en mémoire. Et donc, c'est un gaspillage au niveau de l'espace mémoire central. Et donc, ils ont proposé d'éclater la FAT en plusieurs petites tables. D'ailleurs, c'est l'idée d'un TFS. Donc, la FAT est éclatée en plusieurs petites tables appelées index. Ça veut dire réduire la taille de la FAT. Au lieu d'avoir 2 puissance 32 ou 2 puissance 16 entrées que je dois charger complètement en mémoire, je dois éclater la FAT, je dois la mettre sous forme de sous-table en réalité et je charge seulement la partie ou bien les adresses que je veux utiliser pour un certain fichier. Si je veux lire seulement F2, je n'ai pas besoin de charger tous les systèmes de fichiers pour pouvoir juste utiliser F2. Je charge seulement les adresses de F2. Et du coup, ils ont utilisé, j'ai dit, cette indexation, une table d'index. Tous les pointeurs sont regroupés dans un tableau, le bloc d'index, et les adresses des blocs physiques constituant un fichier sont rangées dans une table d'index. Pour chaque fichier, je vais lui créer une table d'index. Je n'ai pas besoin de créer une seule table pour tout le système de fichiers. Chaque fichier a sa propre table d'index. Et donc, si j'ouvre un fichier, je dois seulement charger en mémoire la table d'index au lieu de charger toutes les adresses. Très bien. Donc, la table d'index, c'est un bloc. Bien sûr, chaque adresse occupe un certain nombre d'octets. Et donc, je dois avoir un certain nombre d'adresses au niveau de cette table d'index. Et si mon fichier est volumineux, je vais avoir bien sûr plusieurs tables d'index. Là, je prends l'exemple F2. Au niveau du répertoire, vous remarquez qu'à chaque fois, les informations changent. Là, je n'ai plus besoin de sauvegarder l'adresse du premier bloc de données, l'adresse du dernier bloc, le nombre de blocs, etc. Il suffit seulement de sauvegarder l'adresse du bloc d'index. Où se trouve mon bloc d'index? Une fois je connais le bloc d'index qui contient des adresses de tous les blocs de données, c'est facile d'accéder. Donc, pour le fichier 2,
le bloc d'index numéro 10, c'est un bloc physique, il contient les adresses. On a dit tout à l'heure que le bloc, le fichier 2, il est constitué de 4 blocs. Le premier, il se trouve à l'adresse 5, le bloc physique 5. Ensuite, 2, 4 et 13. Ou bien 13, ensuite 4. Voilà. Donc, là, je vais sauvegarder le bloc d'index. Le 5, 2, 13, 4 dans l'ordre, mais c'est le premier, ça c'est le suivant, ça c'est le suivant, et ça c'est le suivant. Le reste est nul, il n'y a plus d'adresse. Pour dire que mon fichier est constitué de 4 blocs physiques. Alors, le nombre d'accès à un bloc I égale 1 plus le nombre d'accès pour lire le bloc d'index correspondant. Donc, j'ai 1, ça veut dire c'est l'accès au bloc lui-même. Et bien sûr, le nombre d'accès pour récupérer son adresse. Pour récupérer l'adresse d'un bloc donné, je dois accéder au bloc d'index. Donc, pour accéder au premier bloc d'index, il est chargé en mémoire, c'est 0. Donc, l'adresse, pour récupérer l'adresse du premier bloc d'index, c'est 0. J'accède au bloc d'index. Si le bloc d'index, il contient l'adresse du bloc que je veux lire, c'est bon. Ça veut dire c'est 1 plus 1 qui est le bloc de données. Maintenant, si le fichier est volumineux, il y a plusieurs blocs d'index. Donc, j'accède au premier bloc d'index, je cherche, il n'y a pas le bloc que je souhaite utiliser. J'accède au prochain bloc d'index et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a le nombre d'accès pour lire le bloc d'index correspondant. Donc, je lis le premier, mais cache l'adresse du bloc de données que je veux utiliser, j'accède au prochain et ainsi de suite. Donc, c'est 1, toujours 1, c'est le bloc que je veux lire. Le reste, c'est tout dépend du nombre de blocs d'index qui forment le fichier. Et bien sûr, ça, c'est l'inconvénient d'ailleurs de cette politique. Donc, l'avantage supporte bien l'accès direct, pas de fragmentation externe. Seuls les blocs d'index de fichiers ouverts sont chargés en mémoire centrale. Ils ont pu résoudre le problème de la FAT. Au lieu de charger toute la FAT en mémoire centrale, on charge seulement l'index, les blocs d'index des fichiers ouverts. Par contre, l'inconvénient, c'est le gaspillage de place dans le bloc d'index pour les petits fichiers. Regardez. Un fichier fait 4 blocs. Si je suppose que chaque adresse se trouve sur 2 octets, bien sûr, on réserve toujours la dernière, elle est réservée pour pointer vers le prochain bloc d'index. Si, par exemple, la taille d'un bloc, c'est 512, عندي 510 adresses possibles. Wahda, elle est toujours réservée pour la possibilité d'avoir un nouveau bloc d'index. Les 510 octets, je dois avoir la possibilité de sauvegarder un certain nombre d'adresses, et 510 sur 2, si je suppose que chaque adresse se trouve sur 2 octets. Le fichier TRI, il est formé de seulement 4 blocs. Le nombre d'adresses occupées, est 4, 8 octets, plus des réservés, c'est 10 octets. Le reste, il est libre, on ne peut pas l'exploiter. Et donc, un bloc de 512, on a seulement utilisé 10 octets, le reste, 502 octets non utilisés. C'est comme le cas de la pagination, la mémoire centrale. Au niveau de la page, si la page n'est pas pleine, je vais avoir un certain nombre d'octets occupés, le reste est libre. Et je ne peux pas exploiter cet espace. Impossible d'avoir dans le même frame sauvegardé les informations de 2 processus différents, bien 2 pages différentes. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est le gaspillage au niveau pour les blocs d'index, pour les petits fichiers. Le bloc d'index peut utiliser beaucoup de mémoire, donc ça dépend de la taille. Là, j'ai pris 512, mais en réalité, la taille du bloc,
peut atteindre jusqu'à 32 kilos ou bien 16 kilos, tout dépend du système de fichier. Alors, le nombre d'accès augmente proportionnellement avec la taille de fichier. On a dit pour accéder à un fichier, à un bloc, pardon, bien lire tout le fichier, je dois à chaque fois accéder au bloc d'index pour récupérer l'adresse. J'accède tant que le bloc d'index est en mémoire, donc c'est un seul accès. Maintenant, à chaque fois que je change le bloc d'index, je dois accéder au bloc d'index pour pouvoir lire le bloc de données correspondant. Non, tout dépend de la taille du fichier. Je vais avoir un certain nombre de blocs d'index. Et donc, si par exemple j'ai 10 blocs d'index, je dois faire des accès à tous les blocs d'index, par exemple, pour lire le dernier bloc de mon fichier. Et donc, c'est un accès en réalité séquentielle pour récupérer l'adresse du bloc en question. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Cette politique a été adoptée au début par certains nombres de systèmes de fichiers. Par la suite, Linux a proposé la meilleure politique de gestion de fichiers. C'est toujours une allocation indexée, sauf améliorée. Il utilise des index à plusieurs niveaux. Au lieu d'avoir des index qui se suivent, l'index pointe vers un autre index, pointe vers un autre index, etc. C'est une liste chaînée. Il a utilisé, c'est une liste chaînée toujours, sauf qu'à différents niveaux. Maintenant, on ne va pas faire un accès séquentiel pour pouvoir accéder à un bloc. Il a réduit le nombre d'accès. Il a essayé d'éviter le problème, le nombre d'accès qui augmente de manière proportionnelle par rapport à la taille de fichier. Il a proposé sa propre politique de gestion de fichiers, indexée, améliorée, qui au maximum indique 4 accès au maximum, quelle que soit la taille du fichier pour localiser un bloc. Donc, j'ai dit pour un bloc, c'est 4 au maximum, tout en adoptant la politique d'indexer améliorée. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est avoir des blocs d'index à plusieurs niveaux. Un fichier d'index requiert plus d'un bloc. Oui, donc j'ai un fichier d'index qui nécessite plusieurs blocs. Donc, pour résoudre le problème, il a fait quoi? Il a créé ce qu'on appelle un bloc racine qui pointe sur la suite des blocs d'index. Donc, l'index est simple. Donc, si on a plusieurs index, donc le premier index pointe sur le deuxième sur le troisième sur le quatrième, etc. Vous pouvez imaginer le nombre et la longueur de la liste chaînée. Par contre, pour Linux, pour avoir les blocs d'index à plusieurs niveaux, il a créé, dans le cas où il y a plusieurs blocs pour le bloc d'index, pour le fichier d'index ou bien le bloc d'index, il a créé ce qu'on appelle un bloc racine qui pointe vers une suite de blocs d'index qu'on va voir après. Alors, il permet d'accéder plus rapidement à la fin des fichiers de grande taille. Alors, fin du fichier. Avec cette politique, pour atteindre, je veux lire le dernier bloc, par exemple, de ce fichier, je suis obligé de parcourir les blocs d'index pour atteindre le dernier bloc d'index, récupérer l'adresse du dernier bloc pour pouvoir accéder à ce bloc. Et donc, le temps vraiment est grand par rapport à celle proposée, à la politique proposée, au temps proposé ou bien engendré par la politique proposée par Linux. Donc, l'objectif, c'est de faciliter l'accès aux fichiers, aux grands fichiers, ou bien aux fichiers avec grande taille, surtout si je veux atteindre la fin, ou bien si je veux lire aussi tout le fichier. Alors, les fichiers sont représentés par des inodes. Donc, il y a eu l'introduction de cette notion d'inode et inode. Donc, si Linux utilise, ça ressemble à la FAT en réalité, sauf que la table des inodes, elle contient des entrées, chaque entrée pour un fichier, et elle contient les informations sur où se trouvent les blocs de données et les blocs d'index. Donc, les inodes sont stockés en mémoire centrale tant que le fichier est ouvert. Maintenant, quand je dis les inodes, il y a une table des inodes, mais on ne charge pas toute la table des inodes en mémoire centrale.
on charge seulement l'inode du fichier ouvert. واش معناتها inode du fichier ouvert معناتها les informations pour ce fichier, le numéro d'inode معناتها le numéro, l'identifiant de mon fichier sur disque, les informations et bien sûr les informations où se trouvent les index ou bien les informations sur le bloc d'index ou bien le bloc d'index qui contient les informations où se trouvent les autres adresses des différents blocs de données. Donc, un inode, c'est quoi? C'est une structure de données. Donc, chaque fichier possède un inode. Un inode, c'est quoi? C'est une structure qui contient la description d'un fichier, le type de fichier, les droits d'accès, le propriétaire, la date de modification, la taille. Très bien. Maintenant, vous remarquez le nom de fichier, on ne trouve pas le nom de fichier dans un inode. Le nom de fichier se trouve dans le répertoire. Et le répertoire lui-même, il contient, il possède un inode, donc c'est un type répertoire, droit d'accès, etc. Mais ce qu'on sauvegarde comme information pour un fichier répertoire est différent des informations sauvegardées pour un fichier ordinaire. Donc pour un répertoire, on sauvegarde quels sont les différents fichiers et sous-répertoires de ce répertoire, et bien sûr l'adresse où se trouve l'inode du répertoire ou bien du fichier en question. Pointeur vers les blocs de données. Chaque inode a un pointeur vers le bloc de données. Avant d'arriver à ça, je vais schématiser juste rapidement. Alors, je prends... le brouillon donc, que j'utilise. Bon. Alors, pour le répertoire, l'inode, j'ai dit même un répertoire, un inode, donc il possède une entrée dans la table des inodes. Donc, s'il s'agit d'un répertoire, les informations qu'on sauvegarde, on sauvegarde c'est l'inode du répertoire. Et je peux avoir un inode du fichier. Avant de passer à la présentation de l'inode d'un fichier et la forme de cet inode, on va commencer par le répertoire. Bien sûr, Linux, comme le système de fichiers se forme d'arborescence. On commence par le répertoire racine. Le répertoire racine, il y a un certain nombre de ce répertoire. Imaginez, c'est le répertoire racine. J'aurais dû utiliser un tableau. Alors, non, je vais faire un tableau. Ah non, je vais faire ça, par exemple. Je vais réduire ça. Voilà, par exemple, là c'est le répertoire racine. Je vais fusionner. Donc, répertoire racine. Voilà, ça c'est le répertoire racine. Il contient un certain nombre de répertoires.